Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour assister à cette troisième conférence débat en ligne d'Arkea, Cuisine au château d'Orville. Ce soir, la conférence sera animée par Aurélie Chantran, archéologue spécialiste de la cuisine médiévale du laboratoire ArcScan, et Clarissa Cagnato, archéobotaniste du laboratoire HADES. Elles ont mené des recherches sur des restes alimentaires découverts dans des fragments de céramique qui se trouvaient dans les fossés du château d'Orville. Elles ont travaillé plus particulièrement sur des grains d'amidon et elles viennent de terminer leurs recherches, donc elles vont nous les présenter en avant-première. Le château d'Orville, c'est un site archéologique situé à Louvres, pas très loin du musée. Il est fouillé depuis le début des années 2000 sous la direction de François Gentilly, qui est archéologue à l'INRA. Aurélie Chantran, quant à elle, a également participé à de nombreuses campagnes de fouilles sur le site du château d'Orville et elle est à l'origine d'un projet d'analyse sur les restes alimentaires qui ont été découverts. Elles vont toutes les deux vous présenter leurs recherches, les résultats qu'elles ont obtenus et ce qu'ils peuvent apporter à la connaissance de la cuisine médiévale. Cette conférence sera ensuite visible en replay à partir de demain sur notre page Facebook ainsi que sur notre page YouTube. Donc, je laisse maintenant la parole à Aurélie Chantran et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour à tous. Donc, comme l'a expliqué Clémence, on va vous parler aujourd'hui d'une recherche qu'on a menée sur le site d'Orville, qui intègre une recherche sur la cuisine à un peu plus large échelle. Alors, quand on étudie la cuisine en archéologie, c'est un peu particulier et plus largement, là, on va parler d'alimentation et de cuisine. Alors, pour aborder ces questions dans le passé, on peut s'appuyer sur des sources textuelles et iconographiques. Donc, on a notamment des livres de cuisine pour la fin du Moyen Âge, ainsi que d'autres types de sources. Mais donc, ces sources concernent surtout et nous renseignent surtout sur la fin du Moyen Âge et sur le milieu des très hautes élites. Et finalement, on n'a pas forcément une vision toujours très claire de la cuisine au quotidien. Ce sur quoi, par contre, les sources matérielles peuvent nous renseigner et parfois même corroborer des choses qu'on peut trouver dans les textes. Alors, ce qu'on a comme source matérielle à notre disposition, c'est évidemment des contextes de cuisine, donc des lieux où on fait la cuisine, et également des dépotoirs, donc des endroits où simplement les poubelles du passé, où on va jeter les déchets alimentaires après un repas ou les déchets de cuisine après certaines préparations. On peut également avoir de la vaisselle culinaire ou de service, mais donc grosso modo de la vaisselle, et ça on en a beaucoup, notamment de la céramique, qui se conserve très bien dans la plupart des sols dans nos régions et qui porte un sacré nombre de renseignements sur elle. On a aussi des restes animaux. Si par exemple vous mangez un poulet et que vous balancez dans la nature un os de poulet, et ben on sera susceptible de le retrouver même des années plus tard, puisque ça aussi, ça fait partie des choses qui se conservent. Les restes végétaux, c'est un peu plus compliqué parce que comme tous les matériaux organiques, ils ont tendance à se décomposer et donc en fait, on ne retrouve vraiment que dans des contextes très particuliers ou alors quand ils ont été carbonisés. C'est le cas par exemple de ce que vous voyez ici, c'est un petit noyau de pêche qui a été retrouvé à Viarmes. Donc parfois, voilà, on peut retrouver des graines ou des noyaux végétaux carbonisés, mais également, si on va regarder beaucoup plus près avec un microscope, on va également retrouver des micro-restes qui peuvent être des pollens, des phytolithes ou des grains d'amidon. C'est de ces fameux grains d'amidon dont vous parlera Clarissa tout à l'heure. Mais alors, pour nous recentrer un peu sur le château d'Orville, c'est donc un château qui a été, enfin, un habitat rural, principalement d'agriculteurs et d'artisans, qui a évolué petit à petit vers un château médiéval. Et ce château, il a été entièrement détruit en 1438, où l'ensemble de ce qui a été des élévations ont été en fait repoussées en grande partie dans les fossés ou récupérées les pierres ont été récupérées. Ce qui fait que, comme vous le voyez là, et ceux qui ont déjà visité le site le savent, on a très très peu de vestiges. Donc pour ce qui est des contextes de cuisine, à Orville, on n'en a pas. Par contre, on a ici une zone dans laquelle on a retrouvé un nombre assez important justement de dépotoirs de cuisine avec des céramiques, des ossements animaux. Et donc, on s'est penché un peu plus spécifiquement sur cette zone qu'on est en train de fouiller depuis quelques années, alors qu'il a déjà été fouillé. Mais donc, ces dernières années, on revient sur cette zone avec une nouvelle approche et notamment ces questions sur est-ce que dans le coin, il aurait pu y avoir une activité culinaire parce qu'on a des traces assez ténues, vraiment des toutes petites traces d'un petit mur
d'un bâtiment qui se trouverait là, vous le voyez sur la restitution ici, et qu'on soupçonne d'avoir abrité des activités culinaires. Alors, ce n'est pas la première étude qu'il y a sur l'alimentation à Orville. Il y a notamment eu des études archéozoologiques. Donc, archéozoologique, ça veut dire qu'on étudie les ossements animaux pour essayer de savoir quelles espèces notamment étaient consommées. Ça fait partie des problématiques de l'archéozoologie sur certains sites. Vous voyez ici, je vous ai mis un exemple de l'étude de Jean-Hervé Ivinec, qui a étudié justement une partie des ossements dans ce contexte-là, cette fameuse zone 6, ce fossé nord. Et il a pu remarquer finalement un profil assez caractéristique de la période et de ce type de contexte élitaire, avec quand même quelques petites variations qui montrent, qui sont à rapprocher avec l'environnement du site. Notamment, ce qu'on retrouve le plus, traditionnellement, c'est la fameuse triade domestique avec du bœuf, du mouton et du porc. Et ici, contrairement à d'autres sites, on a une petite prédominance du bœuf plutôt que du mouton, qui pourrait s'expliquer justement parce qu'on a des prairies herbeuses humides dans le coin et qui favoriseraient ce type d'élevage. Comme dans tous les contextes élitaires, ça fait partie d'ailleurs des éléments qui nous permettent généralement de savoir si on est chez des élites ou pas pour le Moyen-Âge, on a du gibier en assez importante quantité. Et le droit de chasse étant une prérogative seigneuriale, ça fait partie des marqueurs caractéristiques de milieux seigneuriaux. Et donc ici, la particularité qu'on a avec ce gibier, c'est qu'on a surtout du gibier à plumes, donc des oiseaux, qui sont caractéristiques là aussi d'un milieu humide. Mais alors nous, on a voulu aller un petit peu plus loin dans cette étude en ne s'attachant pas uniquement à qu'est-ce qui était consommé, mais comment est-ce que c'était cuisiné. Ça fait partie des recherches que moi je mène dans le cadre d'une thèse sur l'évolution des pratiques culinaires durant le Moyen-Âge. Et alors, la cuisine, c'est quelque chose de compliqué à aborder parce que, bon, comme je vous l'ai dit, on a quelques textes un peu particuliers, mais au niveau des sources matérielles, c'est pas vraiment quelque chose qui est habituellement étudié pour la simple et bonne raison que l'objet qu'on va fabriquer dans le cadre de la cuisine est destiné à disparaître puisqu'il est consommé. Mais néanmoins, on peut en retrouver quand même quelques restes et c'est ça qu'on est allé regarder à Orville ainsi que sur d'autres sites. Donc, le but de cette étude-là, c'est d'essayer de déterminer quelles cuissons étaient utilisées sur le site et de compléter également les données qu'on a pour savoir quels éléments végétaux ont pu être consommés. Et le moyen pour y arriver, en fait, on a décidé de combiner plusieurs méthodes de l'archéologie des techniques, donc l'archéologie qui étudie les techniques, de l'archéobotanique et de la chimie organique et de croiser l'ensemble de ces analyses pour essayer d'avoir une vision la plus juste possible des choses. L'idée, donc, puisque c'est quelque chose de novateur, qui n'a pas encore été énormément fait, c'était j'ai commencé par organiser une expérimentation qui s'est déroulée sur le site d'Orville en 2016 avec des étudiants, dans le cadre de laquelle on a fait cuire des ossements animaux, mais également du froment et des pois dans des restitutions de vaisselle de cuisson, comme on en retrouve sur la plupart des sites, notamment comme on en peut en retrouver à Orville. Et ces vaisselles, elles ont été fabriquées par Véronique Duret pour cette expérimentation. Et donc, on a essayé plusieurs types de cuisson avec des protocoles très précis. Comme vous le voyez sur cette image, il y a des enregistrements tout du long, des prises de mesure et de température. Et le but de ça est d'ensuite pouvoir regarder quelles altérations particulières se retrouvent sur ce matériel pour le comparer au matériel archéologique et en déterminer du coup quel type de cuisson a été utilisé. Alors, pour la vaisselle, c'est moi qui m'en suis occupée en faisant ce qu'on appelle de la tracéologie, donc l'étude des traces, en caractérisant ces traces et en les comparant au matériel archéologique. Et pour les végétaux, c'est là que j'ai fait appel à Clarissa, qui a pu regarder d'un peu plus près les amidons qui se trouvaient prisonniers à la fois dans le matériel expérimental et le comparer au matériel qu'on a pu trouver qui vient des fouilles archéologiques. Et ensuite, on est allé encore un peu plus loin, et c'est ce que je vous expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, en comparant ça avec les résultats d'analyse chimique. Mais je vais d'abord passer la parole à Clarissa qui va vous expliquer justement ce qu'on a fait sur ces grains d'amidon et ce qu'elle a pu observer sur ces grains d'amidon.
Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci Aurélie pour cette présentation. Alors oui, je suis ravie de vous parler un peu plus sur les grains d'amidon. Voilà. Alors, tout d'abord, il va falloir que je vous parle un peu de qu'est-ce que c'est les amidons en fait. Donc, rapidement, parce que je ne vais pas faire tout un cours de biologie, c'est pas la peine, mais juste pour vous dire que les grains d'amidon sont en fait produits à partir de la photosynthèse. Ils sont produits dans les feuilles et ensuite, ils sont stockés dans différentes parties des plantes. Donc, ici à droite, vous voyez quelques grains d'amidon. Ils sont en fait microscopiques. On parle à peu près ils vont de 1 à 100 microns. Donc, c'est vraiment très, très petit. Et donc, on a besoin de microscopes vraiment très performants pour les voir. Donc, je vous disais, en fait, les grains d'amidon sont produits dans les feuilles et ensuite ils sont stockés, mais ils sont stockés surtout dans certains organes des plantes, notamment les tubercules, donc tout ce qui est patates douces, navets, pommes de terre, voilà. Ça, c'est vraiment en grande quantité, ils vont être stockés là. Sinon, on en a aussi dans les graines, telles que les céréales, mais aussi le riz, le maïs. Et dans certains fruits, comme la banane, par exemple, il y en a beaucoup. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, pas toutes les plantes vont produire des grains d'amidon. Dans le cas, par exemple, de la carotte, qui est quand même un organe qui est souterrain, il n'y aura pas vraiment de grains d'amidon qui sont diagnostiques. Après, il y a beaucoup de fruits qui ne produisent pas de grains d'amidon. Donc, en fait, on est limité par ça et aussi par le fait que certaines plantes vont produire des grains d'amidon, mais ils vont être trop petits ou pas assez diagnostiques. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même des limites, mais en fait, les grains d'amidon sont très utiles pour retrouver des tubercules, donc des plantes souterraines avec des organes souterrains, puisqu'ils sont pas très bien conservés dans le registre archéobotanique, c'est-à-dire en forme qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, pareil, comme pour les graines et pour d'autres éléments qu'on retrouve en archéologie, on se base sur la morphologie des grains d'amidon, c'est-à-dire la taille, la forme et certaines caractéristiques que vous voyez, par exemple, ici sur le blé, il y aura des éléments à la surface qui vont nous permettre de les identifier. Ici, je vous ai mis quelques espèces qui sont vraiment très diagnostiques et qu'on reconnaît tout de suite. Donc, vous voyez, différentes tailles, différentes formes. Et notamment, ici en bas à droite, vous voyez cette croix d'extinction qui est en fait produite quand on les regarde sous une lumière polarisée. Donc, c'est pour ça qu'il faut un microscope particulier. Et donc, cette croix d'extinction va nous dire que c'est vraiment un grain d'amidon. Donc voilà, je trouve que c'est assez joli de les voir en lumière polarisée toujours. Donc, les grains d'amidon sont très utiles en archéologie. Comme je vous disais, il y a certaines plantes qui ne sont pas très bien conservées dans le registre archéobotanique en forme de graines. Et donc, pour les grains d'amidon, ça peut nous donner aussi des informations, soit sur les espèces qui étaient présentes dans le passé, mais également aussi pour la fonction de certains outils, notamment, par exemple, sur une meule que vous voyez ici en haut à gauche, mais aussi dans des céramiques. Donc, quand on retrouve ces éléments ou ces espèces sur ou dans ces outils, on pourra avoir une information de l'alimentation indirecte. Sur la préparation ou la présentation des aliments. Après, on peut aussi retrouver les grains d'amidon dans le tartre dentaire, puisque quand on mange, après, il va se former une plaque qui va se minéraliser à travers le temps. Et en fait, on retrouve pas mal de grains d'amidon. Ensuite, on peut aussi en trouver dans les contenus intestinaux, mais aussi dans les fesses ou les coprolites. Et donc, quand on les retrouve sur les dents et ensuite dans les contenus intestinaux et les coprolites, ça va nous donner une information beaucoup plus directe sur l'alimentation des gens. Mais les grains d'amidon sont aussi très utiles parce qu'ils peuvent nous donner des indices sur la préparation qui a été utilisée. Donc, puisque les grains d'amidon sont quand même assez susceptibles, alors soit à des effets mécaniques, donc par exemple le broyage, ça va les abîmer, ça va les casser, parfois de manière assez diagnostique.
Sinon, la cuisson, c'est aussi quelque chose qui va les endommager à partir de 60-70 degrés. Alors après, ça dépend des espèces. Et aussi du fait, est-ce qu'il va y avoir de l'eau ou pas. Donc l'humidité, ça va aussi jouer. Mais quand ils sont exposés à la chaleur, ils vont commencer à gélatiniser. Donc ici, vous voyez à droite, vous avez quelques exemples de grains qui commencent à se casser ou presque à fondre. Et ça, c'est dû vraiment à la chaleur. Donc, ça peut nous donner des indices. Également, pour la fermentation ou la germination des graines, on peut voir des stigmates ou des traces vraiment particulières sur les grains d'amidon. Et je vous ai mis quelques exemples ici. Ici, vous avez un exemple de germination sur des graines de céréales et sinon de la fermentation à droite. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur les grains d'amidon. On peut passer à l'archéologie d'Orville. Donc, comme Aurélie a dit, il y a dans ce dépotoir ont été sélectionnés 16 tessons de récipients différents, donc de vaisselle en céramique. Et ils ont été choisis par Aurélie parce qu'ils présentaient des traces de cuisson vraiment visibles. Et donc, moi, je les ai récupérés. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est les photos qui ont été prises après que je les ai lavées. Donc, comment est-ce que je fais pour extraire les grains d'amidon? Tout d'abord, il faut nettoyer la surface active, c'est-à-dire la surface interne de la céramique. Et pour ça, il suffit d'avoir une brosse à dents propre pour chaque récipient et ensuite de l'eau distillée pour récupérer tous les résidus qui vont être collés à la paroisse du tesson. Ensuite, je passe dans le laboratoire en utilisant différents produits chimiques pour vraiment extraire ces grains d'amidon qui pourraient être collés au sédiment. Et pour finir, quand l'échantillon est propre, on peut passer ensuite à l'analyse des grains d'amidon. Alors, l'échantillon va être posé sur une lame que vous voyez ici à droite, et ensuite regarder à un agrandissement jusqu'à 600 fois. Pour vous dire, c'est beaucoup, parce qu'ils sont quand même très petits. Donc 600, c'est déjà pas mal. Aurélie vous a parlé brièvement de ses expériences qu'elle a fait sur le site d'Orville. Ici, vous voyez notamment des petits pois qui sont en train d'être cuits. Et donc, alors le pois et le froment ont été après collectés et mis dans des petits sachets sous vide. Et c'est ça qu'on a récupéré après pour préparer toutes ces lames pour la collection de références qui vont servir ensuite pour comparer les données archéologiques et pour voir comment est-ce que les différentes cuissons allaient altérer les grains d'amidon sur des pois et du froment qui étaient cuits dans différentes, on va dire, soit avec de l'huile, soit rôti, soit bouilli, et pendant différents temps de cuisson. Donc ici, je vous ai mis un exemple en fait. Donc ici, vous avez le froment qui a été cuit expérimentalement. Et donc, il a été bouilli, rôti, frit dans la graisse animale et l'huile végétale pendant différents temps. Et on voit comment les grains d'amidon vont changer, vont se modifier et parfois vont même disparaître complètement avec ces cuissons. Donc, les résultats d'Orville, qu'est-ce que ça a donné, cette étude sur les différents tessons qu'on a regardés? Alors, tout d'abord, je veux vous dire que sur les 16 tessons qui ont été analysés, il y en a 2 où il n'y avait rien du tout. Donc là, je me base sur les 14 qui ont été analysés où il y avait des restes. Donc, tout d'abord, c'était la présence de céréales. Les amidons qui étaient présents presque sur les 14 des 16, en fait, c'était très fréquent de trouver du froment. Il y en avait presque partout. Et après, il y avait un peu d'orge et ensuite quelques grains de seigle. Donc, toutes ces céréales étaient relativement très connues et très utilisées à l'époque. Donc, ça paraît normal qu'ils étaient dans ces récipients. Donc voilà, ça c'était les céréales. Ensuite, il y avait quelques grains. Alors, quand je dis quelques grains, c'est parce qu'il y en avait vraiment quelques-uns. Sur les grains d'amidon, on reste toujours sur des quantités relativement petites. Donc, voilà, il y avait quelques grains de millet. Alors, c'était soit le millet commun, soit le millet italien. C'est des espèces qui vont produire des grains
relativement petits et qui se ressemblent. Donc, je ne me sens pas vraiment à l'aise de dire que c'est l'un ou l'autre, mais je suis sûre que ça devrait être du millet. Et cette espèce-là a été aussi connue. Alors, on sait, il y en a peut-être un peu plus dans le sud de la France à l'époque, mais bon, elle apparaît aussi dans certains sites dans le nord. Donc, c'est pas tout à fait extraordinaire qu'elle soit là non plus. Il y avait ensuite des légumineuses, comme les pois, les lentilles et aussi la vesse. Alors, c'est soit la vesse commune ou l'ers. Ils produisent tous les deux des grains d'amidon qui sont relativement comparables. Donc, on sait qu'il y avait différentes légumineuses aussi. Et on en retrouve aussi dans le registre carpologique, c'est-à-dire en reste, en graines, qu'on retrouve soit carbonisées, soit imbibées sur différents sites de l'époque médiévale, partout en France, en fait. Alors, on vous parlait aussi de quelles étaient les cuissons, parce que bon, maintenant qu'on connaît un peu les espèces, quelles étaient les méthodes de préparation. Alors, à partir des données expérimentales dont je vous ai parlé, on peut imaginer que la cuisson rôtie au four ou à l'étouffée, on va dire, était vraiment prédominante. On la retrouve. Il y a des exemples de grains d'amidon endommagés, probablement rôtis sur presque toutes les céramiques aussi. Et donc, pourquoi rôtis? Alors, parce qu'en plus, la plupart sont des céréales. Donc, comment expliquer ça? Donc, à la période médiévale, ils faisaient du pain dans des fours, comme vous voyez ici. Et on sait qu'il y avait beaucoup de préparations où ils utilisaient du pain qui était cassé en petits morceaux et qui l'ajoutaient à différentes préparations. Donc, ça pourrait être une façon d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de céréales qui sont rôties peut-être dans ces différentes céramiques. Et ici à droite, je vous ai mis un autre exemple. Ce n'est pas une céréale, je ne pense pas, qui est aussi endommagée, probablement rôtie. Donc, et comment est-ce que je sais ça? Alors, ça ne figure pas dans notre collection de références, mais par exemple, en bas, vous voyez, il y a du maïs et du manioc. Alors, je précise, ces plantes n'étaient pas présentes à l'époque médiévale, mais c'est juste pour vous donner un exemple des types de stigmates ou du dommage, en fait, qui peut être présent sur les grains d'amidon et qui peut nous donner des indices de comment ça a été préparé, puisque ces deux-là, on sait qu'ils ont été cuits ou rôtis expérimentalement. Pour la cuisson frite, je vous ai dit, c'est plus compliqué de trouver des grains d'amidon, puisque la cuisson frite, très rapidement, ça va endommager les grains d'amidon. On a trouvé qu'après 11 minutes de frire soit le froment, soit les petits pois, il n'y avait pas grand-chose qui restait. Mais par rapport après une friture de 5 minutes, par exemple, ici en bas à gauche, vous voyez c'est possible qu'il y ait eu quelques éléments qui ont été frits. Alors, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est. Alors, celui à gauche, en bas, oui, c'est une céréale. Mais celui en haut, je ne sais pas. Il est très endommagé et peut-être qu'il a été frit. Donc, voilà, la friture reste plus visible à travers les traces de cuisson que travaille Aurélie, en fait. D'autres éléments qui peuvent nous indiquer le type de cuisson, de préparation, en fait, c'est des grains de céréales qui ont été probablement broyés ou moulus, type au moulin, en fait. Et puisqu'ils ont ils sont soit un peu cassés ou ils ont on va dire des bosses très spécifiques qu'on retrouve quand les céréales sont broyées. Et ça, il y en avait déjà quelques-uns dans les échantillons d'Orville. Et ensuite, on retrouve aussi des traces de grains d'amidon qui ont été bouillis sûrement. Donc, quand on combine ça, on peut imaginer qu'ils préparaient des brouets de céréales. Alors, les brouets de céréales, c'est des sortes de bouillies, ou peut-être vous connaissez ça sous des fromentés, qui ont été, ou alors des céréales, des fèves qui ont été concassées et qui sont cuits dans des liquides, dans de l'eau par exemple. Donc ça pourrait expliquer qui préparait des brouets. Et ce terme-là, on le retrouve dans des textes médiévaux.
Un autre élément qui était intéressant, alors ça ne porte pas vraiment sur vraiment le type de préparation, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve sur les grains d'amidon, et c'était la présence de champignons. Alors vous voyez ici, il y a trois exemples de grains d'amidon qui sont endommagés d'une forme très particulière, qui ressemblent vraiment à des grains modernes qui ont été abîmés par des champignons. Alors, la question est, est-ce que ces graines de céréales ont été endommagées avant la cuisson? Donc, par exemple, on retrouve des épis de céréales avec différentes maladies, comme vous voyez en bas la fusariose qui affecte le blé par exemple, mais d'autres plantes aussi, ou sinon l'ergot qui était connu aussi à l'époque et qui affecte le seigle. Alors la question est, oui, est-ce que c'était déjà présent sur les graines qui ont été après cuites, ou est-ce que c'est après que les champignons ont attaqué les grains d'amidon qui étaient présents sur les céramiques et qui étaient jetés dans le dépotoir? Ça, c'est la question. Et je ne pense pas qu'on peut vous répondre. Mais ce que je sais, c'est que parfois, on retrouve les archéobotanistes qui travaillent sur les graines et sur les parties, on va dire, visibles à l'œil nu, on retrouve parfois des spores de champignons associés à des céréales et à d'autres plantes. Donc, pourquoi pas? Ce n'est pas impossible qu'ils aient utilisé des céréales qui étaient endommagées par des champignons. Et finalement, je voulais aussi vous parler un peu de quelques éléments qui étaient relativement bizarres, même pour moi, qui a travaillé sur différents échantillons. Mais c'était, vous voyez ici en haut à gauche, il y a ces éléments qui sont très, très bizarres. Alors, vous voyez ici, ça c'est en lumière transmise, donc c'est en lumière normale, vue agrandie 600 fois. Et à droite, c'est la même chose, mais en lumière polarisée. Et on a comme un type de reflet arc-en-ciel qui est très particulier. Alors, on n'a pas ça dans notre collection de références qu'Aurélie a préparée, donc ça ne correspond à rien. En regardant dans la littérature et puisque moi je travaille pour ma thèse et aussi je continue à travailler beaucoup en Amérique centrale sur les grains d'amidon et sur les plantes notamment, j'ai trouvé, je me rappelais de cet article qui était publié en 2019 où ces chercheurs ont cuit du maïs dans de l'eau de chaux. C'est un procédé qui est très ancien en Mésoamérique, dans les Amériques, pour cuire le maïs. Et donc, quand ils ont fait ça, ils ont eu des éléments qui ressemblent très fortement à ce que nous, on a dans les récipients d'Orville. Comme vous voyez ici, je vous ai mis les photos. Bon, alors, ça donne des choses très similaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça pourrait être une cuisson dans une solution alcaline à l'époque médiévale? Voilà, c'est encore la question, mais on va y travailler avec Aurélie. Donc voilà, un petit résumé de qu'est-ce qu'on a à Orville. Alors, on a une variété de plantes qui ont été récupérées dans les tessons. Il y en a, à part celles que je vous ai présentées et identifiées, il y en avait d'autres que je n'ai pas pu identifier. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a quand même une variété de plantes qui sont présentes et qui ont été consommées par les habitants du château d'Orville. Pour ce qui concerne les types de cuisson, je pense que les brouées, c'est ce type de bouillie, c'est très probable en fait. Et à l'étouffée, c'est-à-dire des cuissons rôties, alors est-ce qu'ils faisaient rôtir directement les aliments ou est-ce qu'ils ajoutaient des morceaux de pain qui avaient été évidemment cuits au four? Ça, c'est une question qu'on ne pourra pas répondre vraiment, mais bon, c'est assez intéressant. Et pour la cuisson frite, je vous disais, un peu plus compliqué, mais pour ça, on va utiliser un peu plus les techniques qu'utilise Aurélie. Elle va vous en parler un petit peu juste après. Et alors, la présence de céréales aussi. Alors, évidemment, est-ce que c'était avant ou après que ça a été enfoui? Toujours une question ouverte. Et cette potentielle utilisation de solutions alcalines, en regardant un peu la littérature, on se rend compte que toujours avec du maïs qui a été infecté par des champignons,
quand on les met à tremper ou on les fait cuire dans de l'eau alcaline, ça tue pas mal les champignons. Donc, une question ou une hypothèse qu'on peut proposer, évidemment, c'est est-ce que potentiellement ils utilisaient cette solution alcaline pour peut-être se débarrasser un peu des champignons? C'est une hypothèse. Et évidemment, il va falloir qu'on travaille plus sur cette question de travaux expérimentaux avec cette solution alcaline. Et voilà. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais voilà ce je peux vous dire sur les grains d'amidon d'Orville. Et donc, je vais repasser la parole à Aurélie. Merci beaucoup. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question qui était passée sur qu'est-ce qu'un grain diagnostique. Tu me diras, Clarissa, si je dis une bêtise, mais ça veut dire que c'est un grain qui a une apparence qui est facilement identifiable et donc on peut utiliser. Voilà. Alors, en parallèle de cette étude qu'a fait Clarissa, donc d'amidon, j'ai moi réalisé une étude tracéologique, donc une étude des traces sur la céramique, alors qui va un peu plus loin que les seuls 16 dont elle vient de parler, les seuls 16 tessons. En tout, il doit y avoir à peu près 200 tessons sur lesquels j'ai travaillé, dont 167 qui étaient identifiables, enfin sur lesquels en tout cas j'ai trouvé des traces identifiables. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails. Je vous montre juste directement les résultats et notamment, sans rentrer dans les détails, le graphique que vous avez là au milieu correspond à peu près celui qui est le plus proche de la vérité, en tout cas le plus lisible. Donc vous voyez qu'en bleu, vous avez les cuissons bouillies. Donc on a quand même les 3/4 des cuissons qui ont pu être identifiées qui sont visiblement du bouilli. Et environ 1/4 qui comprend de l'utilisation de matières grasses. Donc voilà, c'est assez important. Visiblement, ça semble correspondre à peu près à ce que j'ai pu trouver sur d'autres sites pour à peu près les mêmes périodes. Et ça correspond plutôt à une évolution vers la fin du Moyen-Âge, vers une alimentation peut-être un peu plus grasse, bien que ça reste largement à confirmer, je le dis pour l'instant, avec des pincettes, parce que c'est vraiment une étude qui est en cours et qui est toute nouvelle. Mais donc, je ne vais pas aller plus loin sur les résultats qui ont été trouvés là-dessus pour plutôt me concentrer sur ce qu'on a pu faire ensemble et l'intérêt de cette étude-là, qui est le fait qu'on a essayé vraiment de mettre en place une méthodologie de croisement de plusieurs méthodes pour atteindre notre but, de comprendre quels étaient les critères utilisés et qu'est-ce qu'on pouvait tirer de tout ça. Alors, donc, en confrontant les résultats, donc l'étude des amidons, la tracéologie, auquel on a ajouté donc des analyses chimiques, on a sélectionné 7 tessons qui nous semblaient particulièrement intéressants, pour lesquels on a demandé à un laboratoire CIRAM, de réaliser des analyses. C'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas une spécialiste de ça, donc je ne pourrais pas aller très loin pour vous expliquer. Donc, par exemple, je vous ai sélectionné 2 exemples qui montrent assez bien comment ces méthodologies sont complémentaires et nous permettent d'avoir plus d'informations, mais aussi de vérifier certaines des hypothèses qu'on pourrait avoir. Vous avez ici un tesson que moi, j'identifie comme plutôt bouilli. Il correspond à 33% à mes tessons expérimentaux, en tout cas aux caractéristiques des tessons expérimentaux. Notamment grâce aux traces, vous voyez que assez clairement, il a été utilisé. En tout cas, il a reçu du feu, puisqu'on voit ici des traces noires qui correspondent justement au contact au feu. On en voit ici à l'extérieur du pot. Et ici à l'intérieur, on a également un noircissement avec ce que vous le voyez peut-être pas très bien, mais ici on a des espèces de petits résidus qui me semblaient à moi au départ être des résidus alimentaires. Le laboratoire d'analyse a analysé donc ces résidus précisément et n'a vu aucune matière organique. Donc si on s'était arrêté là, par exemple, on se serait dit, bah voilà, simplement c'est un pot qui a dû prendre le feu accidentellement ou ce genre de choses-là. Néanmoins, Clarissa, quand elle a étudié ce tesson, Clarissa Cagnato, a vu plusieurs grains d'amidon qui ont subi des transformations. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à 2 méthodes et qu'en croisant le plus d'informations possible, on peut arriver à autre chose. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Visiblement, il y a donc bien des aliments
minimum végétaux, qui ont été cuits dans cette céramique. Néanmoins, le résidu que le laboratoire a analysé, qu'on pensait être un résidu alimentaire, n'est sans doute pas un résidu alimentaire, mais plutôt quelque chose qui correspond à des sédiments, donc à de la terre, si vous voulez, en contact de laquelle était la céramique. Un autre exemple, qui est un peu notre chouchou à Clarissa et moi, c'est, et qui porte un nom magnifique, 146F. C'est un tesson que tout de suite, moi, je peux voir comme ayant subi une cuisson frite. Il correspond à un grand pourcentage, plus 50%, aux cuissons frites expérimentales. Vous voyez cette grosse croûte noire bien épaisse qui, d'ailleurs, quand on le met à la lumière, évidemment, sur les photos, ça ne se voit pas beaucoup, mais a un petit côté un peu iridescent. Les analyses chimiques confirment à 100% cette hypothèse, ce qui m'a permis à moi aussi de me rassurer un peu en me disant que la tracéologie fonctionnait bien, puisque on voit en fait vraiment une très forte proportion de matières grasses qui ont pu être détectées dans ce tesson. Mais de son côté, Clarissa ne trouve pas de grains d'amidon frits, et c'est logique, comme elle vous l'a expliqué. En fait, la cuisson frite a tendance à vraiment détruire, on l'a vu sur notre matériel expérimental, à détruire beaucoup les amidons, à être très destructrice. Par contre, elle a également vu d'autres types de traces, ce qui permettrait de dire que, par exemple, cette céramique a été utilisée pour plusieurs cuissons successives. Notamment, il y a du bouilli, également du rôti, ou alors pour des mélanges qui ont été faits. Par exemple, on a pu finir par frire dans ce pot des choses qui avaient été préalablement soit bouillies, soit du pain, comme elle l'a expliqué. Donc voilà, utiliser plusieurs méthodes permet toujours, dans tous les cas, d'aller plus loin que le premier aperçu qu'on a. Et le dialogue entre les disciplines en archéologie est quelque chose d'extrêmement important sur lequel on insiste beaucoup et à raison. Je pense qu'il est important de rappeler que quand on fait une étude sur un site, il ne s'agit pas simplement de mettre côte à côte les informations des différents spécialistes, mais qu'il est vraiment important de pouvoir dialoguer et en fait, autour d'une même question, mobiliser plusieurs compétences pour essayer de savoir ce qui se passe. Alors, je vais peut-être vous laisser un peu sur votre faim, hein, parce que finalement, il y a quand même beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses, et je ne peux pas vous donner comme ça, là, un menu qui a été préparé sur le site d'Orville. Mais donc, en tout cas, voilà, vous savez à peu près ce qui se passe, là où en est notre recherche sur le site. C'est important de pouvoir en parler, et on remercie le musée Arkea de nous avoir permis de donner ces informations-là, puisque Arkea gérant le site qui est proche du musée, c'était une très bonne occasion et on est très content de pouvoir y avoir participé. Merci à tous pour votre attention et je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Effectivement, merci pour vos deux présentations qui étaient vraiment très intéressantes. On a déjà des questions, donc on va pouvoir passer. Je vais vous transmettre les questions auxquelles vous allez pouvoir répondre. La première, c'était qu'est-ce qu'une solution basique? Et donc, je vais pouvoir vous laisser répondre. Et ensuite, on a une deuxième question qui est déjà pour quelles raisons le maïs et le manioc ont été choisis pour servir de référence pour l'analyse d'Orville? Voilà, je vous repasse la parole. Oui, alors la question c'était une solution alcaline, c'est ça ou oui, alcaline. En fait, c'est une solution qui a un pH plus élevé que 7. Pour ce qui concerne oui, pourquoi est-ce que j'ai utilisé du manioc et du maïs? Parce qu'en fait, il n'y a pas un grand nombre de collections de références qui ont été faites sur des plantes, on va dire, natives ou vraiment locales. Donc, il y en a quelques-uns, mais je n'ai pas trouvé le même type de stigmates. Et c'est plutôt en regardant sur des collections d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, donc du manioc et du maïs, où des analyses ou des collections de références ont été faites, que j'ai retrouvé les mêmes stigmates. Donc, c'était juste pour vous mettre un exemple. Si je peux compléter ça, en fait, l'expérimentation à proprement parler que moi j'ai menée comprenait pas du tout de manioc, ni de pommes de terre, ni de maïs, ni de toutes ces choses qui viennent d'Amérique centrale. Mais il y avait d'autres expérimentations qui avaient été faites par ailleurs, qui ont pu servir également de référence à Clarissa pour pouvoir observer certains stigmates en particulier.
Alors, ensuite, on a une question. Avez-vous pu effectuer des comparaisons avec d'autres sites médiévaux? Trouve-t-on des aliments comparables? Euh, pour les végétaux, je vais te laisser répondre peut-être, Clarissa. Alors, je sais. Alors, j'imagine qu'on parle de comparaison avec des grains d'amidon et pas nécessairement des graines. Alors, oui, alors avec Aurélie, toujours, le premier travail qu'on a effectué, c'était au château de Couzan. Donc, je ne sais pas si Aurélie, tu veux en parler un peu plus du château, mais je peux vous dire qu'il y avait des éléments comparables, tout à fait. Alors, il y avait des céréales. Par contre, il n'y avait pas de seigle, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait du froment, de l'orge. Mais et il y avait quelques légumineuses. Il y en avait peut-être, c'était moins varié. Il y avait des petits pois. Par contre, ce qui était intéressant à Cousin, c'était la présence de tubercules. Donc, alors, on n'a pas pu les identifier plus que ça parce qu'ils étaient relativement endommagés, mais il y avait différentes sortes de tubercules. Donc, ça, c'était quand même relativement différent d'Orville, où on ne trouve pas vraiment de tubercules. Donc, ça, c'était, je trouvais intéressant. Oui, et du coup, pour le coup, pour la tracéologie, donc c'est pareil. Hein, en fait, notre première étude conjointe avait été faite à Cousan, où en effet, on a pu comparer des traces de cuisson avec les résultats des grains d'amidon. Mais pour ce qui est de l'étude tracéologique, par contre, je dois avoir une dizaine de sites avec plusieurs contextes différents sur lesquels le même type de travail a été fait, mais où on n'a pas encore pu, avec Clarissa, faire une étude aussi poussée en croisant plusieurs méthodes et en essayant de développer en allant un peu plus loin. Alors, peut-on aussi identifier les épices ou aromates sont-ils porteurs de grains d'amidon? Ça, c'est pour toi, Clarissa. Oui, alors c'est une très bonne question parce que oui, ça nous donnerait évidemment beaucoup plus d'informations sur les recettes qui ont pu être élaborées. Alors malheureusement, beaucoup d'épices n'ont pas vraiment de grains d'amidon, ils sont pas très diagnostiques, donc ils sont vraiment pas très identifiables. J'essaye de penser par exemple, oui, j'ai testé pas mal d'épices justement pour essayer d'avoir des amidons, mais il y en avait pas beaucoup. Euh, et donc, c'est dommage, oui. Donc, c'est vrai que le travail de grain d'amidon, il faut le dire, comme a dit Aurélie, c'est bien de le travailler avec d'autres disciplines. Et je pense que bon, c'est toujours bien dans l'archéologie, dans tous les cas, de faire des études complémentaires. Alors, je vois qu'il y avait une question avant aussi. Est-il pertinent d'étudier des récipients qui ont accueilli des aliments déjà cuits, donc récipients de service? La réponse est oui. Et d'ailleurs, dans l'étude, parce que comme quand j'ai fait les prélèvements, les tessons n'étaient pas lavés pour les 16 qui ont été étudiés par Clarissa. Et donc, il y en a certains qui me paraissaient être des récipients de cuisson, mais qui se sont avérés en fait être des récipients de service. Et dans certains d'entre eux, Clarissa a vu un certain nombre de grains d'amidon. Tu me dis si je me trompe, Clarissa, mais donc voilà, ça peut être pertinent aussi d'utiliser des, de la vaisselle de service pour faire ce genre d'études. Mais pour le coup, on ne pourra pas croiser avec les études tracéologiques de cuisson. Ensuite, est-ce que l'étude sera amenée à s'enrichir avec de nouveaux échantillons, peut-être avec de futures campagnes de fouilles au château d'Orville? Alors, déjà, l'étude va être enrichie surtout par des expérimentations complémentaires qui vont être réalisées dans les temps qui viennent. Après, est-ce qu'on va encore prélever? Il faut savoir, on ne l'a pas précisé, mais que pour que Clarissa puisse faire ses analyses, il faut vraiment faire des prélèvements dans des conditions très particulières. En 2019, on a eu cette opportunité-là parce qu'on était sur un sondage qui amenait sur le fond de fossé de pouvoir avoir tous les éléments réunis pour pouvoir faire ces prélèvements. Est-ce qu'on pourra en faire à l'avenir? Probablement qu'on pourra avoir d'autres échantillons, mais on a déjà d'autres choses à voir avant pour compléter ce qu'on a déjà fait et aller un peu plus loin dans l'étude avant d'élargir avec d'autres éléments. Ensuite, y a-t-il d'autres moyens que l'amidon pour trouver des aliments que les gens mangeaient? Je te laisse répondre, Clarissa, là-dessus. Oui, merci. Oui, alors en fait, il y a différentes choses. Alors bon, il y a les graines, donc ce que vous voyez à l'œil nu. Alors après,
c'est peut-être plus difficile de savoir si les gens les mangeaient ou est-ce que c'était des plantes qui étaient, comment dire, adventices, donc qui venaient, qui poussaient dans les champs avec les céréales et s'étaient ramenés par erreur sur le site, des choses comme ça. Donc on n'est pas toujours sûr, à moins par exemple, des plantes qu'on mange aujourd'hui, et on peut imaginer que les gens mangeaient dans le passé. Donc, voilà. Mais sinon, il y a d'autres techniques aussi plus directes. Comme je vous disais, alors, il y a l'amidon. Il y a aussi les phytolithes, qui sont aussi microscopiques. Il y a aussi des pollens qu'on peut retrouver directement, toujours dans les dents, aussi dans les contenus intestinaux et aussi dans les coprolites. Et après, il y a des études qui sont plutôt de chimie, c'est-à-dire des isotopes, donc qu'on va prélever sur des dents, sur les os, pour savoir qu'est-ce qu'ont mangé les gens. Alors, c'est moins, les isotopes vont vous dire moins, vont pas pouvoir vous dire exactement ce que la personne a mangé. Ils vont vous donner des proportions par rapport à est-ce que c'était plus une alimentation marine ou terrestre, des choses comme ça. Donc, voilà, il y a les isotopes. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être que j'oublie quelque chose, mais je pense, oui, c'est surtout ça qui va nous donner des indices, oui. Alors ensuite, on a aussi une question. Est-ce que vos techniques permettent de déterminer des niveaux sociaux? Le château d'Orville fait-il partie des sites les plus aristocratiques de ce point de vue? Alors, à l'état où on est la recherche actuellement sur ce sujet, alors pour l'alimentation, on sait qu'il y a une alimentation élitaire et on arrive à peu près à la reconnaître, en particulier à partir des ossements animaux. Il n'y a pas par exemple, je parlais de l'exemple des gibiers, on en retrouve énormément, ça reste proportionnellement, voilà, toute proportion gardée. On retrouve du gibier chassé sur les sites élitaires et donc c'est un marqueur de la vie élitaire. On a également certains animaux qui vont être plus ou moins présents selon qu'on se trouve par exemple en ville, à la campagne ou dans un château ou dans un milieu très élitaire. Après, justement, une des questions sur lesquelles moi je travaille, c'est de voir si on a des tendances selon les sites de cuisine plus ou moins riche en certains types de préparations ou pas. Là où j'en suis, je ne pourrais pas vous dire avec certitude qu'il y a des pistes sérieuses, mais simplement, il semblerait étonnamment que, alors sur plusieurs sites urbains, j'ai retrouvé beaucoup de cuissons grasses, ce qui m'a assez surprise moi-même, puisque je m'attendais plus à en voir finalement dans les contextes élitaires. Mais donc voilà, pareil, là, je parle avec encore des pincettes, puisqu'on n'a pas un échantillon suffisamment grand pour pouvoir en parler. Après, sur l'alimentation végétale, je ne sais pas, Clarissa, si toi, tu peux en dire quelque chose. Il me semble pas qu'il y ait de recherche qui ait pu amener à dire qu'il y a une alimentation végétale particulière selon le milieu social. Si. Alors, est-ce qu'on parle d'Orville nécessairement ou en général? Je sais pas. Non, en général. Oui, alors, comme les amidons vont être retrouvés notamment dans des récipients, on va dire, si on retrouve certains aliments dans certaines céramiques qu'on sait qui sont associés à des niveaux, de différents niveaux, et on voit qu'il y a des différences peut-être d'espèces, par exemple, peut-être qu'on pourra dire qu'il y a une alimentation diversifiée par rapport à ça, quand on parle des grains d'amidon. Après, oui, les études archéobotaniques en général permettent parfois d'identifier des niveaux sociaux parce qu'il y a des plantes qui sont parfois exotiques. On sait qu'elles sont pas locales et on sait que pour les avoir, pour les importer et tout, on sait qu'il faut quand même avoir un niveau assez élevé pour les avoir. Donc, il y a ce côté aussi exotique. Oui. Et après, avec les graines, alors je ne parle pas avec les amidons parce qu'en termes de quantité, on ne peut pas vraiment quantifier les grains d'amidon, ce n'est pas possible. C'est plutôt la présence et absence qu'on va utiliser. Mais par exemple, si pour ce qui est l'archéobotanique, on va dire, de graines, si on retrouve 1000 graines
on va dire, d'une épice rare et précieuse voilà, dans un habitat et on n'en retrouve pas dans un autre, on va utiliser ça parfois comme indicateur pour nous dire que quelqu'un était à un niveau plus, voilà, plus élevé peut-être. Alors ensuite, je vois une question. Des recherches sur les levures sont-elles envisagées? Alors, pas par nous, que je sache. Mais par contre, je sais que oui, en ce moment, c'est quelque chose qui est assez abordé et qui pose beaucoup de questions. Ces questions sur la fermentation. Il y a plusieurs chercheurs qui se pensent sur le sujet, mais du coup, j'éviterai d'en parler parce que je suis loin d'être spécialiste de ce genre de questions. Oui, c'est vrai que tout ce qui est lié à la fermentation, voilà, c'est vraiment en vogue en ce moment. et alors, je peux vous dire que oui. Alors, pour les grains d'amidon, il y a déjà différentes études qui ont été faites, notamment par des chercheurs en Chine, surtout pour la période néolithique, mais bon, pas seulement, et qui ont essayé de retrouver des traces. Toujours en travaillant avec les amidons pour voir est-ce qu'on pouvait identifier la fermentation, donc la préparation d'alcool. Et certains disent que oui, en fait, ils ont pu identifier, alors en combinant différentes choses, hein, peut-être pas que des amidons, mais ils ont retrouvé aussi des restes de phytolite parfois, et voilà, il y avait différents marqueurs qui leur poussaient à dire qu'il y avait peut-être de la fermentation. Moi, je n'ai pas encore travaillé sur la fermentation, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, peut-être avec Aurélie, on peut peut-être ajouter ça à notre programme. Mais voilà. Pas mal comme expérimentation. Ouais, pour l'expérimentation, ça serait intéressant. Oui. Alors, on reste dans le thème des boissons alcoolisées. Peut-on retrouver des traces de boissons, lit de vin, des pots de bière, tanins, etc. Alors, là aussi, il faudrait faire des expérimentations là-dessus parce que finalement, il y en a étonnamment assez peu. Mais par contre, moi, par exemple, dans les ensembles que j'ai pu étudier, il m'arrivait fréquemment de retrouver des récipients dans lesquels on retrouvait justement des aspects un peu rougis, etc. Alors moi, je les mets de côté du coup dans ces cas-là parce que ça ne correspond pas à ce que moi j'étudie. Mais alors par contre, il y a certains récipients dans lesquels on peut faire des analyses chimiques, et ça a déjà été fait, et il y a certains éléments qui peuvent permettre de définir si une céramique a reçu une boisson alcoolisée ou pas. Il y a notamment Nicolas Garnier qui a travaillé sur ces questions-là et qui a montré certains des éléments chimiques qui pouvaient être vus pour justifier l'utilisation de vin ou de bière, etc. Vous avez parlé de traces retrouvées sur des squelettes. Peut-on faire des liens avec les carences alimentaires ou au contraire des excès? Alors ça, c'est plus par rapport, oui, c'est vrai qu'il y a eu des choses de fait là-dessus. Tu veux en parler peut-être, Clarissa, si tu... Je vois pas. Pardon, c'est la question. Oui, non, pardon, oui, c'est moi. Je vais te la relire parce qu'elle n'est pas encore marquée dans d'accord. Merci. Donc, vous avez parlé de traces retrouvées sur des squelettes. Peut-on faire des liens avec des carences alimentaires ou au contraire des excès? Alors, les traces sur les squelettes. Alors, pour le coup, oui. Alors, c'est pas notre domaine, c'est un domaine très particulier de l'archéologie qui est l'anthropologie physique et qui étudie ça. Et alors, il me semble qu'avec les isotopes stables, on peut avoir certains marqueurs de ce genre de choses-là. Mais après, c'est surtout dans le squelette, il peut y avoir des déformations ou dans les dents, notamment, des moments de stress qui peuvent avoir montré des carences ou des moments particulièrement compliqués. Oui, tout à fait. Il y a des. Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est de la hypoplasie peut-être sur les dents qui peuvent indiquer une carence, des choses comme ça, et sur le squelette aussi. Mais oui, là, c'est un peu. Oui, c'est un peu plus loin de notre spécialité. Donc, mais tout à fait, hein, le squelette parle, en fait. Parle beaucoup, oui. Ouais. Mais comme vous le voyez, il y a en effet beaucoup de spécialités en archéologie parce qu'il y a des études qui sont particulièrement pointues. Par exemple, ce que fait Clarissa, moi je suis totalement incapable de le faire. À côté de ça, il y a d'autres domaines comme ça qui peuvent être très très pointus et sur lesquels, du coup, en tant que non spécialiste, on va éviter de se prononcer ou pas dire trop de choses
parce que voilà, on se documente évidemment sur absolument tout en archéologie pour pouvoir savoir ce qui se fait et justement pouvoir faire des croisements de données. Mais par contre, c'est sûr qu'on évitera de dire trop de choses sur des choses qui ne sont pas nos spécialités. Voilà, je pense qu'on a terminé du coup. Il ne me semble pas qu'il y en ait d'autres. Non, c'est bon. Super, bah, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Bah, merci à vous pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci encore pour votre conférence qui était vraiment très enrichissante. Je tenais aussi à remercier toute l'équipe du musée qui a participé à l'organisation de cette conférence et notamment Gilles Dupré qui a participé aux aspects techniques et qui a permis de mettre en scène un petit peu cette conférence pour que ce soit un peu plus qu'une conférence visio sur Facebook. Donc voilà, un grand merci à lui. Je vous remercie tous d'avoir participé avec vos questions et d'avoir suivi cette conférence. Vous étiez assez nombreux encore une fois. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette conférence en replay sur Facebook, sur notre page Facebook et sur notre page YouTube à partir de demain. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser notamment sous la vidéo Facebook. On essaiera d'y répondre au mieux. Encore une fois, merci à Aurélie et à Clarissa d'avoir participé à cette conférence. Je vous souhaite une bonne soirée et on espère vous revoir bientôt, si possible, au musée. Au revoir. Merci bonne soirée. beaucoup. Merci, au revoir.